Et pour ce grand entretien, nous revenons donc sur le procès de Dabia Benkired, qui a été condamnée à perpétuité incompressible pour la torture et le meurtre infligé à la petite Lola. Vous en avez forcément entendu parler, chers auditeurs. Nous en discutons avec Maître Sassi, qui est donc avocat. Merci d'être avec nous ce matin. Et Bonjour Liselotte, Amaury. bonjour Maëlys, bonjour à tous les auditeurs. Et nous sommes aussi avec Amaury Bucco, journaliste police-justice de Valeurs Actuelles, qui a donc suivi le procès pour Valeurs Actuelles. Bonjour Amaury Bucco, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour à vous. Eh ben nous aussi, c'est parfait, c'est merveilleux. On va commencer par revenir peut-être sur cette affaire en quelques mots, si certains auditeurs n'en auraient pas entendu parler, et ça me semble quand même assez improbable. Est-ce que vous pourriez, Amaury Bucco, nous réexpliquer en quelques mots ce dont il s'agit ? Je vais vous le raconter tel que moi je l'avais vécu en tant que journaliste à l'époque en 2022, c'est-à-dire qu'on a des sources policières qui nous expliquent que dans une résidence du 19e arrondissement, dans l'après-midi, dans la soirée à peu près, les policiers ont découvert 2 valises et une malle dans lesquelles se trouve le corps d'une petite fille à moitié décapitée, nue avec du sparadrap. Il faut en fait un peu de temps pour qu'on comprenne que cette petite fille est en fait la fille du couple de gardiens de l'immeuble de cette résidence qui avait disparu dans la journée. Elle rentrait de l'école à pied. Et encore un petit peu plus de temps pour qu'on comprenne que en fait c'est la sœur d'une femme qui habite dans la même résidence, qui est en l'occurrence de nationalité algérienne et qui par ailleurs s'était vu délivrer une OQTF. Et l'auteur présumé qui aurait en fait séquestré cette jeune fille dans un appartement, qui l'aurait violée, lui aurait infligé toute une série de sévices, on peut le dire aujourd'hui, puisque les actes de torture et de barbarie ont été reconnus d'ailleurs. Là, pour enfin la tuer, la mettre dans cette malle, et puis avec cette malle, elle va se trimballer, elle va faire des va-et-vient totalement improbables, elle va vouloir essayer d'aller chez un ami, puis elle va revenir sur le lieu de la résidence, et finalement elle va être interpellée le lendemain des faits chez un ami en région parisienne. Alors justement, donc cette dame a été jugée. Mathieu Sassi, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le tribunal a géré ce procès ? On le sait, vous étiez présent au rassemblement d'hommage qui était organisé à l'initiative de différentes associations, différents groupes militants vendredi, moment où donc on a pu connaître l'issue de ce procès. Vous réclamiez la peine de mort. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de cette perpétuité incompressible qui a été prononcée à l'encontre de Dabia Benkired ? Alors je dirais que la famille de Lola, sa maman et son frère étaient en effet satisfaits, si j'ose dire, de cette décision. C'était pour eux un soulagement. Pour nous, s'il y a une interrogation quand même qui demeure, c'est l'affaire de Lola n'est malheureusement pas une affaire isolée, on le sait. À la suite de l'affaire de Lola, on a eu l'affaire de Philippines, c'est-à-dire qu'on constate une liste maintenant qui s'allonge de martyrs, d'une politique nationale qui est à la dérive, de politiciens qui abandonnent leur peuple, qui ne le défendent plus. Et à ce titre, en effet, la manifestation pour Lola, en tout cas dans la prise de parole que le collectif a portée, c'était la question d'un vrai débat sur la peine capitale, puisque aujourd'hui on constate des crimes qui sont barbares, et ce débat sur la peine capitale se justifie d'autant plus que en 1981, lors de l'abolition, cette abolition de la peine de mort s'est faite contre la volonté du peuple. Et le deuxième débat que l'affaire Lola mérite d'être portée au sein de la société, c'est en effet un débat sur la remigration, puisqu'on constate à la mesure de ces affaires Lola, de ces affaires Philippines, qu'en réalité, nous avons des personnes, des êtres qui sont en rupture de ban au sein de la société française et la menacent jusque dans les actes les plus atroces et les plus barbares. Et à ce titre-là, quelle politique doit être conduite par nos gouvernants ? Ce sont les questions aujourd'hui qui méritent d'être portées au sein de la société. Il y a la question de l'humanité qui se pose, donc de ces personnes accusées qui souvent se rendent coupables de choses inhumaines, justement. C'est bien l'un des aspects qui est soulevé. La mère même de Lola le disait, elle parlait de choses en parlant de Dabia Benkired. Adèle Rosner, vous avez couvert ce procès pour Ligne Droite. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été vos impressions, justement, durant ce procès ? Vis-à-vis de Dabia Benkired ?
Mes impressions, je pense que ça a été à peu près comme tout le monde. C'est assez terrifiant de se retrouver face à une femme comme ça qui ne montre en tout cas absolument aucune émotion, qui n'a jamais aucune réaction, qui a un visage toujours absolument impassible, le regard dans le vide. Et sa seule réaction, c'est de temps en temps, elle a un peu les sourcils froncés. On sent qu'elle n'est pas forcément contente de ce qui se raconte, ce qui est assez évident. Mais non, c'est vraiment, en tout cas, ça correspond très bien à tout ce que les experts psychiatres, psychologues ont dit, de la psychopathie, du narcissisme, une centralisation. Elle veut qu'on parle d'elle, elle veut savoir ce qu'on dit d'elle, ce que les médias disent d'elle. C'est ce qui est beaucoup ressorti aussi. Amaury Bucco, comme vous êtes journaliste police-justice, justement, vous êtes habitué à suivre ce genre d'affaires. Mathieu Sassi nous le disait à l'instant. En réalité, ce procès de Dabia Ben-Kired, il s'inscrit dans un fait de société beaucoup plus large, avec cette question qui se pose, celle des OQTF, d'origine donc de personnes étrangères sur le sol français, qui commettent des horreurs. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète quand même régulièrement ? Est-ce que vous avez l'impression que là, avec cette perpétuité incompressible, on franchit quand même un cap? Est-ce que c'est un signal positif qui est envoyé? Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, pour aller souvent dans les tribunaux, des OQTF, des personnes sous OQTF qui commettent ce genre de crime, heureusement, c'est pas fréquent. Ce qu'on voit, par contre, de manière très fréquente dans les audiences de comparution immédiate, c'est en revanche toute la petite délinquance, que ce soit des cambriolages. Je regardais encore un document police hier soir avant de me coucher, sur des cambriolages qui avaient lieu en région parisienne. Vous avez, je dirais, une bonne moitié, même plus de la moitié, je dirais 80-70% des personnes interpellées en région parisienne pour des tentatives de cambriolage ou des cambriolages sont souvent des SDF originaires du Maghreb. Donc il y a et ça se retrouve dans les tribunaux, il y a énormément de personnes qui sont en situation irrégulière dans les tribunaux, jugées tous les jours pour des actes de délinquance, des agressions sexuelles, des violences, des tentatives de vol, des vols, etc. Heureusement, des affaires comme Dabia, comme l'affaire Lola, sont quand même rarissimes et exceptionnelles. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la première femme à être jugée à la perpétuité incompressible. C'est que c'est historique comme décision parce que ce crime est historique. On n'a jamais vu ça. Ce qu'il faut savoir dans ce cas-là, dans cette peine qui a été prononcée, donc la perpétuité incompressible, c'est que dans tous les cas, Dabia Ben-Kired, une fois qu'elle aura purgé sa peine, elle sera expulsée du territoire. Donc, a priori, je veux dire, même si elle sort un jour de prison, elle n'a pas vocation à se retrouver mêlée à nouveau à la société française. En revanche, ce qui risque de se passer, donc elle a 10 jours pour faire appel. Aux dernières nouvelles, je crois qu'on ne savait pas si elle allait faire appel. On peut penser qu'elle va faire appel. On parlait de son narcissisme. Effectivement, c'est le fait d'exister judiciairement et d'avoir un appel va lui permettre d'être encore un peu plus dans la lumière. Faut savoir en plus a priori, elle paye pas les frais de justice puisqu'elle est en situation régulière, elle n'a pas d'argent. Donc voilà, c'est le contribuable qui paye. Donc elle a rien à perdre et puis elle a eu la peine la plus lourde possible. Donc je pense qu'elle va vouloir un peu continuer cette histoire judiciaire. Mais bon, je pense que vu ce qu'elle a fait, on devrait rester sur de la perpétuité incompressible parce elle remplit tous les critères, c'est-à-dire le viol sur une mineure, les actes de torture et de barbarie. Et je vous dis, si jamais elle n'avait pas cette perpétuité incompressible, elle serait expulsée vers l'Algérie. Donc, j'allais dire heureusement. Mathieu Sassi, je vous vois douter de cette expulsion. Oui, alors je doute évidemment de cette expulsion par rapport à des faits analogues et en dépit du fait que j'apprécie beaucoup le travail d'Amaury Bucco que je suis quotidiennement, je souligne en effet que s'agissant des infractions de droit commun, elles sont régulièrement commises par des personnes en situation irrégulière sur les territoires français, mais je dois également dire que s'agissant de faits exceptionnels, c'est-à-dire de faits criminels, et qui, comme Amaury Bucco le sait, ne sont pas jugés dans le cadre des comparutions immédiates, mais dans le cadre plutôt des procès d'assises, c'est un certain nombre de crimes, il faut les appeler ainsi, puisqu'ils sont qualifiés ainsi, sont commis par des personnes qui ne sont pas régulièrement présentes sur le territoire français, et je n'ai pas de problème à dire que le premier des crimes qui malheureusement est à l'origine de tous les autres, c'est d'abord celui du viol de nos frontières, qui en effet annonce le viol de femmes
et d'infos, en l'occurrence s'agissant de Lola, qui ensuite sont commis sur les territoires français. Et pourquoi en fait il faut le dire ainsi? J'ai commencé dans le milieu judiciaire il y a maintenant 13 ans, hein, et en fait à l'époque j'étais un jeune homme, ce que je suis toujours, mais j'étais un plus jeune homme. Et à l'âge de 21-22 ans, je constatais déjà des personnes en situation irrégulière sur les territoires français qui violaient des vieilles dames. D'accord. Donc c'est pour dire que en fait aujourd'hui ce phénomène qui est découvert par la population française, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas présentes régulièrement sur le territoire français et qui se permettent de surcroît de commettre les pires abominations, n'est pas un phénomène qui date d'hier. Sa médiatisation est récente, mais nombre d'affaires qui ne sont pas médiatisées concernent en effet des personnes qui sont présentes en situation irrégulière sur le territoire français pour les crimes les plus graves. Là-dessus, je renvoie les auditeurs à cet article de Boulevard Voltaire du 25 septembre 2024, qui fait la liste de tous les crimes qui sont commis par des personnes en situation irrégulière sur les territoires français et qui pose cette question grave, qui est comment protégeons-nous aujourd'hui les plus faibles de la société, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes âgées, de hordes de personnes qui aujourd'hui sont capables du pire sur notre sol. Et cette question demeure dans la mesure où je suis fatigué qu'on pleure nos morts. Voilà. C'est comme ça que je peux le dire. Je suis fatigué qu'on pleure nos morts. Et l'affaire Lola, en effet, par son côté exceptionnel, a marqué un tournant dans la vie politique de ce pays. On est beaucoup à se souvenir précisément du lieu où nous nous trouvions lorsque nous avons découvert l'horreur des faits de l'affaire Lola. Quand l'affaire Philippine est sortie, on a eu l'impression que maintenant cette affaire Philippine s'inscrit finalement dans une forme d'ordinaire de la justice française, là où en fait on a un ordinaire de l'inacceptable. Et je remercie Liselotte en effet d'avoir pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui l'ancien préfet de police de Paris se retrouve ministre de l'Intérieur. Monsieur Nunez est à la fois le symbole de l'inexécution des OQTF dont ceux qui en étaient l'objet en fait sont auteurs de délits de droit commun, comme l'a dit Amaury Bucco, mais aussi de crimes. Mais il est aussi le symbole de toutes les manifestations en hommage à Thomas, à Lola, à Philippine. Il est le symbole de l'interdiction de ces manifestations. Voilà. Donc en fait, on a aujourd'hui parmi nos gouvernants des personnes qui non seulement ne nous protègent pas, mais en plus qui nous interdisent de revendiquer nos morts. Alors, ça pose effectivement la question de la responsabilité politique. On va revenir là-dessus. Mais avant cela, Amaury Bucco, vous êtes journaliste, justement. Vous avez couvert cette affaire. Et je pense que, comme nous, vous avez constaté que, une fois de plus, il y a une sorte d'omerta dans certains médias, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, la vérité éclate au grand jour. Mais dans un premier temps, on a du mal à dire qu'une fois de plus, justement, c'est un crime commis par une personne étrangère sous OQTF. Voilà, il y a certaines personnes qui s'interrogent, par exemple, sur l'influence de pratiques de sorcellerie algérienne. Donc là encore, que ce soit avéré ou non, il y a des raisons de se poser la question et on a l'impression que c'est tabou dans une certaine presse. Comment est-ce que vous êtes débrouillé pour vous frayer ce chemin justement vers la vérité et parler des faits là où toute une classe médiatique, elle, dans un premier temps, a refusé d'en parler et puis ensuite a tenté de modifier un peu l'information, en tout cas toujours en la couplant avec ces fameuses précautions, pas d'appel à la haine et puis surtout pas de récupération politique. Ça, c'est l'argument sacré. Voilà. Comment est-ce que vous... Alors moi déjà j'ai trouvé quand même que là à ce procès il y avait beaucoup de journalistes de beaucoup de médias, donc j'ai pas eu l'impression, je veux dire si on est trop dans cette logique de penser que les médias veulent à tout prix masquer des choses, là-dessus je trouve que c'est pas vrai parce que vraiment le procès de l'affaire Lola il y avait même des journalistes du Monde, même des journalistes très très à gauche, donc je trouvais que parce que le fait était le crime était quand même exceptionnel au-delà de la question de l'OQTF. Il a été très largement couvert par les médias. Effectivement, vous avez raison. Dès qu'on en a parlé à l'époque, moi j'étais chez CNews, on a évidemment parlé de cette question de l'OQTF parce que c'était d'ailleurs les premiers éléments qu'on a. Quand on parle d'un crime qui est commis, on donne les informations sur le profil du mis en cause, son âge, sa situation professionnelle, sa situation administrative. En l'occurrence, elle était en situation irrégulière, elle était algérienne. Et ça a été un peu l'élément déclencheur de dire, mais voilà, malheureusement,
on ne contrôle pas nos frontières, on n'arrive pas à expulser toutes les personnes sous OQTF. Heureusement, elles ne sont pas tous aussi dangereuses, hein, évidemment, mais on a ce problème-là, et malheureusement, ça crée ce genre de drame. Moi, je me suis beaucoup posé la question, quand je vais dans les tribunaux, de comprendre pourquoi il y a autant de personnes en situation irrégulière. Est-ce que je pense qu'il y a ce facteur qui fait que ces personnes savent qu'elles n'ont plus d'avenir en France. Elles ont l'obligation de quitter le territoire. Elles savent qu'elles sont ici pour encore quelques mois, quelques années, mais qu'elles vont être expulsées. Et je pense que psychologiquement, elles s'autorisent à faire des choses qu'elles ne s'autoriseraient pas dans leur pays. Il faut ajouter en plus à ça le facteur culturel qui fait que, je pense, le système judiciaire en France, vous prenez un Algérien en situation irrégulière qui est interpellé pour un cambriolage, et s'il est interpellé en Algérie, peut-être qu'il va il va se faire tabasser par la police ou par les voisins. Il va y avoir une répression immédiate, et j'allais dire physique. En France, les policiers les interpellent. Hein, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont interpellés, ils sont placés au commissariat. Les policiers vont demander au parquet ce qu'il faut faire, et le parquet va leur donner une interdiction du département pendant 6 mois. Donc, ils vont ressortir libres et ils vont avoir l'impression qu'il n'y a pas de sanction. Et puis, comme ils savent qu'ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire, ils savent que même si on les punit à des peines de prison avec sursis, ça n'a pas d'effet sur eux. Donc, en tous les cas, je pense qu'il y a effectivement un lien entre le fait d'être en obligation de quitter le territoire et les choses que l'on peut commettre sur le territoire en se disant, voilà, de toute façon, moi, je ne dois plus rien à ce pays veut que je parte, autant en profiter. Enfin, en tous les cas, chez certaines personnes en situation irrégulière. Je crois que j'ai répondu à vos questions. Je crois, oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut justement régulariser ces personnes pour éviter de leur donner l'impression que elles peuvent tout commettre, puisque quoi qu'il arrive, de toute On ne peut pas régulariser des gens qui font n'importe quoi sur le territoire. Hein. Ouais. Si vous venez pas déjà, pour moi, vous venez de manière clandestine sur un territoire, vous venez. C'est déjà, les règles sont pipées. Hein. Je veux dire, si quelqu'un s'incruste à votre dîner chez vous, vous n'allez pas lui dire, écoute, je te mets un couvert, il n'y a pas de problème. D'abord, vous allez lui faire attendre à la porte et lui demander de toquer à la porte. Faire les choses dans l'ordre, quoi, tout simplement. Oui. Puis vous pourrez avoir le droit de décider s'il rentre ou non. Exactement. Mathieu Sassy, ça pose encore une fois cette question de la responsabilité de nos hommes politiques, des magistrats. C'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt au moment donc du drame du meurtre de Philippine. Là encore, on s'était demandé pourquoi est-ce que l'auteur de ce crime était encore sur le sol français, pourquoi est-ce que il avait pu bénéficier justement de la clémence des juges. Est-ce que cette question-là, vous, en tant qu'avocat, est-ce qu'il y a des façons légales, juridiques, de pointer du doigt la responsabilité de nos politiciens ou de nos magistrats ? Alors, paradoxalement, je défends les magistrats français en dépit du fait que je dois voir un certain nombre de décisions qui, dans les affaires politiques, sont jugées en dehors de la politique pénale de droit commun, mais je les défends dans la mesure où, en fait, la justice est impuissante. La justice est impuissante, elle manque de moyens et les magistrats font avec les outils qui sont à leur disposition. Et aujourd'hui, les outils qui sont à la disposition des magistrats, ce sont des outils qui ont été pensés pour des personnes qui sont ressortissantes françaises, qui sont sujets français, qui sont sujets du droit français. Je dis ça pour quelle raison ? La justice n'est pas taillée pour punir la misère du monde. La justice n'est pas faite pour ça. La justice française a 2 fonctions, c'est punir et réinsérer. Et c'est la double fonction judiciaire qu'on ne peut pas appliquer en fait aujourd'hui, dans la mesure où comment voulez-vous penser la réinsertion de personnes qui ont forcé leur entrée sur le territoire français ? Il faut combien de temps pour éduquer un enfant ou pour faire un Français ? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Au bout de 50 ans, on réfléchit encore à son identité, à son histoire, à ce que nos ancêtres nous ont légué dans ce pays, sur cette terre. Et on voudrait, si vous voulez, dans le cadre de la justice contemporaine, avoir une égalité de traitement de personnes qui ne sont pas nos égaux. Alors on peut dire oui, ils sont nos égaux en dignité, sans doute, mais ils n'ont pas vocation à rester en France, ils n'en viennent pas. Et à ce titre, la justice est dépassée par la situation. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, la responsabilité grave qui incombe, s'agissant du traitement de cette situation et du traitement judiciaire de toute cette population étrangère qui est sur le territoire français, est une responsabilité politique.
avec cette grande difficulté aujourd'hui, et même cette hypocrisie, qui est une hypocrisie meurtrière, puisqu'elle se fait aux dépens de la vie des nôtres et des plus petits ou des plus faibles d'entre nous. Cette hypocrisie est une hypocrisie électorale, puisque les politiques n'osent pas annoncer les mesures qui justifieraient ou qui permettraient en effet d'endiguer ce phénomène à la fois d'immigration massive, mais également de délits et de crimes qui sont commis par des personnes en situation irrégulière. Il faudrait en effet des mesures qui sont symboliques, qui sont importantes. Nous avons proposé en effet la peine capitale et la remigration. Ça semble deux gros mots, mais la raison aussi pour laquelle tant de personnes d'origine étrangère se permettent tout sur notre sol, c'est que la réalité, c'est qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. C'est qu'ils se moquent de nous. C'est que la France n'a plus aucune crédibilité à l'international, c'est qu'on prétend faire la guerre à des puissances étrangères qui sont beaucoup plus redoutables que notre petit pays, puisque notre pays est devenu un petit pays, mais des mesures applicables sur notre propre sol, pour le sécuriser, nous n'en sommes pas capables. Donc, psychologiquement, la raison pour laquelle tant de personnes d'origine étrangère se comportent n'importe comment, voire ont des comportements qui sont inacceptables sur le sol français, c'est parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, ils se moquent de nous et ils nous voient comme des proies à dépouiller dans notre propre pays. Adèle Rosner, vous étiez donc au procès, je le rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient à l'instant, et on note du coup la présence de beaucoup de Français qui ont tenu à y assister, et c'est un premier argument de réponse à ceux qui diraient voilà, il y a de la récupération politique, il ne faut pas faire de ce procès un fait politique. En réalité, on voit déjà que dans la façon dont ça intéresse les gens, il y a de toute façon un fait politique. Oui, en effet, oui, il y avait énormément de public qui voulait assister au procès. Tout le monde n'a bien sûr pas pu rentrer, mais il faut quand même dire, je préciserai quand même aux éditeurs, que parmi toutes ces personnes qui voulaient assister au procès, il y avait aussi beaucoup de jeunes filles surtout qui sont venues. Alors je ne sais pas exactement forcément comment est-ce qu'elles ont entendu parler de ce procès. Je sais qu'il y a une influenceuse notamment sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple qui a parlé de ce procès et qui a incité les personnes qui la suivaient sur les réseaux à s'y rendre aussi. Et en fait, il y avait quand même toute une partie de population qui était là d'une manière assez malsaine, qui faisait le bazar dans la foule, enfin dans la queue pour rentrer dans la salle d'audience, qui certains expliquent qu'elle disait on a envie de voir Dabia, on a envie de voir en fait une sorte de curiosité morbide de voir qui était Dabia Ben-Kired, de l'observer, voilà. Donc il y avait toute cette partie quand même assez malsaine, une partie de personnes qui ne venaient, je pense, pas du tout pour les bonnes raisons, qui avaient sans doute l'impression de se rendre plus à un spectacle qu'à un procès avec une famille endeuillée. Mais c'est sûr que au-delà de ces personnes-là, il y avait quand même des gens aussi qui étaient là évidemment pour soutenir la famille de Lola, et ils étaient nombreux aussi. Et donc c'est sûr que ça montre quand même que c'est une affaire qui a touché évidemment, la France entière, et comme le disaient certains aussi même à l'international. Amaury Bucco, vous travaillez pour Valeurs Actuelles, vous aviez travaillé pour CNews au moment justement où on découvrait l'horreur de cette affaire Lola, et à ce moment-là, comme d'habitude, on reproche à vos médias de faire de la récupération politique. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, sur cette question ? Comment est-ce que vous vous défendez ? Moi, si vous voulez, alors dans l'affaire Lola, comme dans beaucoup d'autres affaires, dont je vous parlais en comparution immédiate, je pense que le facteur OQTF n'est pas donc le fait que Dabia Ben-Kired soit sous OQTF, c'est pas l'élément central. Je veux dire, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas tué Lola parce qu'elle était sous OQTF. Donc je pense qu'il faut être un peu fin dans son analyse. En revanche, ce que je constate chez Dabia, et elle-même l'a mis en avant lors du procès, c'est qu'il y a le même processus de marginalisation chez les personnes qui sont sur le territoire, qui restent sur le territoire, alors qu'elles n'ont plus vocation à y être, puisqu'on leur a signifié qu'il fallait partir. Et de la même manière, que ce soit les personnes que l'on retrouve dans les tribunaux ou Dabia Ben-Kired, ils rentrent, en général, ils prennent beaucoup de cannabis. Ils sont à moitié SDF, donc ils tombent dans la marginalité, ils dorment à droite, à gauche. Ils commencent à prendre aussi des médicaments. Elle-même a revendiqué le fait d'avoir pris du Lyrica. Et l'avocat de la défense, au moment de sa plaidoirie à la fin, a expliqué que c'était d'ailleurs un mal maghrébin. Il a parlé du fait qu'énormément de Maghrébins en France allaient prendre du Lyrica et l'acheter à Barbès.
Et c'est vrai que ça se retrouve tout à fait dans les profils des personnes que l'on retrouve dans les tribunaux, qui sont souvent en situation irrégulière et qui tombent dans une espèce de marginalité. Alors je vous le disais, qui n'ont pas le même rapport que nous à la justice, qui ne se projettent pas en France et qui, par ailleurs, je pense que cette marginalité les pousse à faire des dingueries, excusez-moi l'expression, mais des choses un peu dingues qu'ils n'auraient peut-être pas fait 2 ou 3 ans plus tôt. Et Dabia, c'est vraiment ça. On s'est rendu compte qu'en fait, elle avait perdu ses parents, qu'elle n'avait pas réussi à garder l'appartement de sa mère, donc elle s'est retrouvée SDF, que par ailleurs elle s'était fait délivrer une OQTF, donc elle ne pouvait pas avoir de travail régulier, donc elle se prostituait, donc elle prenait des médicaments, et elle est rentrée dans une espèce de spirale qui, je pense, est pour quelque chose dans l'espèce de folie, l'espèce de maladie mentale qui l'a poussée à tuer Lola, enfin l'espèce de folie, hein. Je ne parle pas de folie brute puisqu'elle a été jugée, mais voilà, le fait qu'elle se soit égarée très loin dans son esprit et qu'elle ait pu commettre des choses aussi horribles, je pense que c'est pour une part. Donc moi, je suis assez... j'ai l'impression d'être en phase avec moi-même. Je pense qu'il y a effectivement un problème politique. Je ne pense pas que l'OQTF soit au centre de l'affaire Lola, mais je pense que c'est un élément déclencheur. Enfin, c'est un des éléments déclencheurs en tous les cas. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on n'a pas du tout abordé au procès. Les juges l'ont demandé pourquoi elle n'était pas partie au moment de l'OQTF, mais ils lui ont pas demandé si le fait d'être sous OQTF n'avait pas précipité un peu sa fuite en avant. Et ça, malheureusement, ils l'ont pas demandé. Mais ce qu'on peut aussi, juste un dernier élément intéressant, c'est que je me souviens que l'avocat général, dans sa plaidoirie, lui avait dit, avait un peu présenté une hypothèse, c'est si ce jour-là, Lola avait résisté à Dabia, n'était pas montée dans l'ascenseur, et si son frère était passé ou sa mère était passée par là, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, Lola n'aurait pas fini tuée dans l'appartement de la sœur de Dabia, mais Dabia, elle serait restée sur le territoire. Et Dabia, elle aurait peut-être croisé une autre Lola une semaine après, 2 semaines après, et elle n'aurait peut-être toujours pas été expulsée. Donc, si elle avait été expulsée avant et même après, si elle n'avait pas fait ça à Lola, eh bien, il n'y aurait jamais eu ce drame. Donc évidemment que c'est un des éléments à prendre en compte. On reste avec vous, Amaury Bucco. Nous serons rejoints par Thierry Mariani dans quelques secondes. Mathieu Sassier, est-ce que vous voulez répondre en quelques mots peut-être à ce que Amaury Bucco nous disait à l'instant? Eh bien, peut-être faire le bilan de ce que cette dame assassin de Lola va coûter à la France. En effet, il y aura peut-être un procès en appel, puisqu'elle aura peut-être l'impudence de le faire. Mais le coût d'un détenu en moyenne, c'est 100 à 110 euros par jour. Donc, sur 30 ans, date de réexamen possible de la condamnation à perpétuité incompressible, en tout cas incompressible s'agissant du fait qu'elle peut durer toute la vie, mais elle doit être examinée dans 30 ans, eh bien, cette dame aura coûté 1 100 000 euros à la France. Donc, comme cela a été dit, l'assassin de Lola a non seulement traumatisé une société, elle a volé une petite fille à sa famille. Par là aussi, sa famille aura perdu son papa, mais elle aura également coûté plus d'1 million d'euros à une société. Il ne me semble pas que ce soit ce qu'on appelle la justice. Sans parler que quand il y a des dommages et intérêts dans les affaires criminelles comme ça, évidemment, les mises en cause, enfin les personnes condamnées ne peuvent pas payer les dommages et intérêts, et donc c'est un fonds de garantie de victimes qui paye ça et qui vient lui-même, qui est alimenté lui-même par la France. Donc, in fine, c'est les Français qui vont payer pour la bêtise le crime de Dabia Benkired. Mathieu Sassy et Amaury Bucco, on reste avec vous jusqu'à 8h15. On fait une petite pause avec la chronique de Thierry Mariani qui ensuite conclura cette discussion avec nous. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. On parlait du procès de Dabia Benkired, Thierry Mariani, donc, qui a torturé, supplicié la petite Lola. Et donc Mathieu Sassy pointait du doigt la responsabilité des hommes politiques dans ce drame, quelque chose que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire moi-même lors du rassemblement d'hommage qui était organisé vendredi devant le tribunal au moment du délibéré. Vous justement, vous êtes élu politique. Comment est-ce que vous considérez la responsabilité de ces politiciens qui depuis plus de 50 ans ont mis en place toutes les conditions pour que ce drame arrive? Et bien évidemment, je ne parle pas de vous, Thierry Mariani. Non, je l'avais compris, mais oui, il y a une responsabilité du milieu politique, c'est-à-dire qu'on s'est habitué, en ce qui concerne les expulsions, à faire des statistiques d'OQTF. Mais en réalité, on sait très bien que ce n'est pas appliqué, et si les OQTF avaient été réalisés, Lola serait toujours en vie.
Voilà, donc ce meurtre est particulièrement indigne. Cette peine, heureusement, est la plus importante telle qu'elle est prévue aujourd'hui dans le Code pénal. Est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Oui, je pense qu'il faut avoir des règles très strictes. Moi, j'étais député des Français de l'étranger et j'avais entre autres Singapour dans ma circo. À Singapour, vous volez un vélo, vous êtes dans l'avion le soir même. Point final. Voilà. Et l'exemple est très simple. À Hong Kong, excusez-moi, on faisait uriner les élèves du lycée, y compris les lycées étrangers, pour voir s'il y avait une trace de drogue. S'il y avait une trace de drogue, la famille avait 48 heures pour prendre... La famille avait 48 heures pour prendre l'avion et retourner dans son pays. Il y a un moment où on doit exiger des étrangers le respect le plus strict de la loi. Et ça, effectivement, c'est une dérive où on s'est habitué, à force de jurisprudence, de lois peu courageuses ou de faiblesse avec les pays d'origine, à accepter sur notre sol des gens qui ne respectent pas nos lois. Oui. Donc c'est, à mon avis, la principale chose à changer. Alors, je sais très bien qu'on ne fera jamais 100% d'OQTF, mais on peut en faire 70, 80. Il y a des pays qui y arrivent, voilà. C'est la principale chose à changer si nous arrivons au pouvoir. Et puis, le message, après, passera très bien. On voit très bien, par exemple, que dans certains pays maghrébins, ceux qui se comportent comme des voyous en France se comportent de manière extrêmement régulière dans leur pays parce qu'ils savent que la police et les lois ne sont pas appliquées de la même manière qu'en France. Donc oui, il y a une responsabilité des politiques. La question, c'est effectivement, une fois qu'on a dit ça, de changer le comportement et de faire en sorte qu'un délinquant soit expulsé s'il est étranger immédiatement. Et donc, au-delà des choses à changer, une fois qu'on a fait ce constat de la responsabilité des politiques, encore une fois, Mathieu Sassier, est-ce que vous considérez qu'un jour, il faudrait se pencher sur la question des sanctions de ceux qui, encore une fois, ont participé à ce système qui, aujourd'hui, fait mourir des petites Lola ? La sanction du politique, c'est évidemment un sujet éminemment épineux. Je dirais que la principale sanction, ce serait d'abord qu'il ne soit plus élu, d'accord ? Ce serait la sanction la plus immédiate. Et ensuite, si aujourd'hui, en effet, il ne faut pas se payer de mots par rapport à ce constat qui est tragique, eh bien, j'ose dire de manière un petit peu difficile que vous devez prendre en main votre propre sécurité, d'accord ? Il y a certains groupes qui osent le dire, vous avez le droit de vous défendre, d'accord ? Nous sommes dans une situation d'abandon qui est d'autant plus criante et scandaleuse que aujourd'hui, sur le débat budgétaire, on propose des hausses de fiscalité dans un contexte d'effondrement du service public qui est sous-taillé ou sous-doté par rapport au fait qu'il doit à la fois subvenir aux besoins des Français, mais également des étrangers. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte d'abandon, pour aujourd'hui ne pas me payer de mots, en attendant qu'on ait des politiques plus courageuses, eh bien, j'ose dire que vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'assurer votre propre sécurité. Vous avez le droit d'avoir des préjugés. D'accord ? Contrairement aux campagnes de France Télévisions, ayez des préjugés. Apprenez à vos enfants à avoir des préjugés. Et n'ayez pas peur de défendre votre vie, de défendre la vie des personnes que vous aimez, quitte à passer devant les tribunaux. Et pour reprendre la citation de certains de mes clients devant les juridictions correctionnelles, que ce soit en première instance ou en appel, il vaut mieux être jugé par 6 que porté par 12. Effectivement. Thierry Mariani, on entend souvent des justifications de la part de nos élus qui nous disent mais de toute façon, combien même on voudrait changer les choses, justement, c'est l'Union européenne qui décide. On sait que l'Union européenne a de toute façon une influence en termes de politique migratoire. Est-ce que c'est une véritable explication ou est-ce qu'on est quand même face à des excuses un peu faciles, vous qui justement êtes élu européen ? Non, on a une excuse un peu facile. Oui, l'Union européenne bloque un certain nombre de choses. Et par exemple, c'est pour ces raisons-là que nous n'avons pas voté le pacte migratoire qui était soumis au vote du Parlement européen il y a quelques mois. Mais vous voyez quand même des pays qui, petit à petit, aujourd'hui, arrivent à prendre des décisions. L'Autriche, par exemple, est en train de suspendre le regroupement familial. Le Danemark est en train d'exporter, si je puis dire, ces OQTF qu'elle n'arrive pas à expulser dans des pays tiers. Voilà, donc non, il y a des solutions, mais c'est un peu la Libye facile, quoi. Voilà, on ne peut pas parce que... en réalité, le droit européen. D'abord, il faudrait, excusez-moi, j'ai quitté la droite pour ces raisons-là, que la droite classique,
je vise les républicains qui passent son temps à dire on ne peut pas à cause de l'Union européenne, arrête de voter n'importe quoi au niveau de l'Union européenne. Voilà, au moins le Rassemblement national s'y oppose. Et donc, on a aujourd'hui, notamment pour les expulsions, un vrai moyen de pression qui est la pression sur les États eux-mêmes. Voilà, à un moment, ça a été dit et redit, sur l'Algérie, on a des moyens de pression avec les aides particulières, l'accueil particulier qu'on fait, le traité particulier qui nous lie à l'Algérie. Or, ces pressions, on ne les utilise jamais. La politique, c'est un rapport de force. Excusez-moi aussi, il y a un moment où il ne faut pas hésiter. Si un État refuse d'accueillir ses voyous, eh bien, il faut, dans ce cas-là, pas hésiter à couper les visas pour les officiels. Il ne faut pas hésiter à couper un certain nombre d'aides et vous verrez que ça changera. Oui, alors que justement, donc là, en pleine semaine du procès de Lola, on nous expliquait qu'on allait peut-être étendre le programme Erasmus aux pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, alors qu'on apprenait justement que Dabia Ben-Khaled était entré en France initialement avec un visa étudiant. Il y a quelque chose d'extrêmement macabre dans cette temporalité, mais quand vous nous dites voilà, qu'il y a des choses à faire, un rapport de force à rétablir, en réalité, je pense que beaucoup d'hommes politiques ont aussi la sensation d'avoir perdu du terrain sur notre territoire français. Ils ont conscience qu'en prenant de telles décisions, ils pourraient s'exposer à des émeutes, à des soulèvements de quartier, puisqu'aujourd'hui, on a quand même une diaspora. On parlait de l'Algérie, on a énormément d'Algériens en France, et on ne sait pas la façon dont ils pourraient réagir en cas de décision de la sorte. Oui, mais j'en fais rien. On sait comment les Français finiront par réagir, quoi. Il y a un moment où on ne peut pas accepter certaines choses. Il ne faut pas tomber quand même dans le simplisme. Voilà. Les étudiants étrangers, quand je vois certains candidats qui disent il ne faut plus aucun étudiant étranger, plus aucune bourse à l'étranger, je vais surprendre une partie de vos auditeurs, je pense que ce serait une erreur. Par contre, il faut faire le tri. Voilà, c'est tout. Il y a des coopérations qui nous rapportent. Avoir des étudiants africains ou nord-africains dans des universités ou dans des grandes écoles qui après défendront le label France, tant mieux. Moi, je me souviens à une époque, à Toulon, puisque je suis originaire de PACA, il y avait l'université qui, entre guillemets, donnait, pour des diplômes qui ne valaient pas grand-chose, des titres pour que les étudiants puissent venir. Je vais me faire lyncher par tous ceux qui sont étudiants en psycho, mais est-ce que faire venir des dizaines d'étudiants étrangers pour étudier la psychologie, pour étudier je ne sais quoi, c'est positif pour la France, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux le concentrer sur certaines matières où il y a un retour d'investissement sur la France, voilà. Et puis après, il est évident qu'on doit vérifier qu'un étudiant est un vrai étudiant. Attention quand même à tout bloquer, quoi. Ce qui fait aussi l'atout de la France, c'est d'être quand même un pays qui a un rayonnement international. Si on se referme complètement, alors je sais que ça va heurter ce que je dis, mais il y a une balance intelligente à avoir et pas passer du tout au rien. On doit aussi accueillir des étudiants étrangers qui aiment sincèrement la France et avec qui on aura des liens dans l'avenir. Mathieu Sassy, je vous voyais réagir. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec Thierry Mariani, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le problème avec l'immigration est un problème contre les immigrés dans leur ensemble, et c'est comme ça qu'on veut polariser le débat, alors qu'en réalité, la seule chose qu'on demande, c'est que la France puisse accueillir des gens qui sont valeureux et puisse expulser des gens qui sont nocifs ou du moins qui n'apportent absolument rien à la société française. Et aujourd'hui, ce qui est assez surréaliste, c'est qu'on est obligé en fait de rappeler des évidences. Et rappeler des évidences, ça semble choquant, et s'agissant de Pierre Gentillet, à qui j'apporte également mon soutien, ça vous vaut de perdre votre emploi. Ceci étant dit, Pierre Gentillet est une personnalité politique connue du paysage français, mais combien d'illustres inconnus, dont certains que j'ai la chance de défendre, sont virés de leur emploi, que ce soit dans le public ou dans le privé, en raison de leur prise de position. Enfin, s'agissant du débat sur l'immigration, je pense que les États-Unis d'Amérique, quand même, nous montrent la voie d'une certaine manière. Ils n'ont pas eu honte, en tout cas le département Homeland Security, de poster ce message sur les réseaux sociaux remigration. Je pense qu'en effet, un juste débat sur la remigration de ceux qui font du mal au pays et un juste débat sur l'immigration et une immigration de qualité me semble aujourd'hui une évidence que Thierry Mariani porte aujourd'hui à juste titre.
Et aujourd'hui, il y a quand même la volonté de la part des médias de gauche notamment, mais donc de la gauche en général, de marginaliser tous ceux qui pourraient porter une voix assez radicale sur le sujet. D'ailleurs, même, le mot même de radicalité a tendance à faire peur, alors que dans les faits, quand on s'y intéresse, il n'y a pas grand-chose de problématique. D'ailleurs, l'ex-patron de la DGSI a récemment livré un entretien au Figaro, il me semble, dans lequel il appelle justement à une radicalité sans remords. Aujourd'hui, on a des associations, on a des élus qui s'engagent, des influenceurs qui s'engagent en portant cette parole-là, qui sont systématiquement marginalisés. Or, on se rend compte qu'ils portent en réalité la voix d'une majorité de Français. C'est-à-dire que les grandes figures qui ont défendu la France pendant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie avaient annoncé, il y a 50 ans, que le prochain acte de décolonisation, ce serait de décoloniser la France. Et aujourd'hui, ce qu'un certain nombre d'hommes politiques veulent faire, y compris au sein de l'Assemblée nationale, c'est décoloniser la France des Français. Et c'est eux aujourd'hui qui maîtrisent le débat public à travers cette rhétorique de l'accueil inconditionnel, comme si la France était le territoire ou la nation du monde entier. Non, la France est d'abord le territoire des Français, elle est d'abord la nation des Français, elle est d'abord la nation de ceux qui y vivent depuis plus longtemps que les autres, qui ont versé leur sang pour ce pays. Et c'est à ce titre que la France doit être abordée. La France a une identité, la France a une histoire. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier rempart de cet acte de décolonisation qu'on essaye de faire, qui est de chasser les Français de chez eux, de leur histoire, au profit d'une identité flottante qui appartiendrait à tous. Ce n'est pas la France. Vous pouvez conclure en 2 mots si vous voulez, Thierry Mariani. En 2 mots, il faut rendre la parole au peuple. Et pour moi, la proposition la plus importante pour les prochaines présidentielles, c'est l'instauration du référendum d'initiative populaire. Voilà, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus dire c'est la faute à l'Europe, c'est la faute. Si des millions de Français ont le droit de faire un référendum sur un sujet qui leur tient à cœur et que la réponse est claire, eh bien, on doit l'appliquer. Oui, et effectivement, ça mettra beaucoup d'élus devant leurs responsabilités. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir été avec nous. On vous retrouve lundi prochain. Merci à vous aussi, Maître Sassi, d'avoir été avec nous de bon matin. Je rappelle que vous êtes avocat. Cet entretien donc, est à retrouver sur YouTube, chers auditeurs, dans la journée. À très bientôt.